Salut à tous et bienvenue dans Bits, épisode numéro 121. Comment vas-tu, Christophe? Mais écoute, ça va très bien, chaudement. Oh, ça va encore là. Si, oui, ça va. On n'a pas la... Je sais pas quelle température il doit faire. On a un capteur en plus. Il ici, est là, non il est là. Ah. Mais en fait, le truc, c'est qu'il est pas branché, il est pas branché en permanence. Il est branché que quand la télé est allumée. Donc, c'est Nico Houpi qui a fait cette configuration à Chias, dans la piste des bois. Ça Donc, y est, ça commence, ça balance. Ouais, mais je pense qu'il va falloir qu'on le rebranche là-bas parce que sinon, Qu'il soit ça allumé va tout pas le temps. du Et comme tout. ça consomme pas. Ouais, puisque ça consomme une station Netatmo quand même. Hein. Bon, Voilà. il fait chaud sur Bordeaux, on est à taper Ouais. les 40 degrés facilement, mais on n'est même pas en short en fait. Putain, Non. j'ai pas eu Il le temps de me fait changer. 24,8 degrés dans le studio. Ça va, ça va. C'est propre. Non, ça va, c'est bien. C'est pas mal. Par rapport à l'extérieur, je peux vous dire, ça tape pas trop fort. Bon. Oui. J'espère qu'on va pas avoir des viewers qui vont décéder de canicule pendant l'émission, C'est une mais émission de vieux, c'est ça que t'es en train de dire. hydratez-vous. C'est Pensez ça. à vous hydrater. Pensez à boiver de l'eau. Exactement, tout comme à on fait. dit. Bon, et toi, comment ça va? Ça va, chaudement. Hein, en Ah ce ouais. moment, j'avoue, il fait un peu chaud, mais ça va. C'est l'occasion d'ailleurs de rester enfermé chez soi. Ah, j'ai eu peur, je crois que c'était l'occasion de se trimballer en string ou... Oui, aussi, mais Ah. je le fais à mes heures perdues. Mais voilà, le matin, pendant la matinée, il le voit pas, mais j'ai pas de pantalon. Je suis à poil en fait en bas. Donc, Faudrait faire une il y a juste un deuxième caméra. t-shirt. C'est ça, j'ai juste un t-shirt et ça suffit. Mais on n'est pas des vieux non plus. Mais non, 77 comme ton âge, gosse ragon. Ça, t'es jeune. Bon, il y a des news ce soir. Ah oui, carrément, il y a pas mal de news, il y a eu beaucoup d'annonces. Quelques-unes. Ah si, il y a eu de belles annonces. Ouais, Plus parce des qu'en petites ce moment, il y a news. le Mobile World Congress de Shanghai. Exactement. Mais bon, ça vient à peine de débuter, donc du coup, il n'y a pas encore beaucoup d'annonces. Mais il y a quelques petits trucs, petites innovations, et ça, c'est plutôt bien. Ouais, on a du gros calculateur, on a des processeurs, on a du logiciel, du preview, on a Pas mal de trucs. voitures électriques, évidemment. Ah, mais ça va de soi. Et puis, évidemment, de la crypto-monnaie, sans vous spoiler la news. Sans vous spoiler. On attaque? C'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait Bit. Donc du coup... Ouais, ça faisait 2 semaines, tout à fait. On a un petit On a pris peu des pour- vacances avant le début des vacances. Ah, ouais, c'est ça. Et après, on reprendra des vacances pendant les vacances. Ne vous inquiétez pas. Voilà. y a pas de problème. C'était les pré-vacances, c'était pour se chauffer. Allez, on va parler tout de suite de Nvidia et de ARM. Nvidia qui love ARM. Et oui, Oh là là, attention. Ça love, Exact. hein. ça love, hein, carrément, ça love. C'est des news, c'est des types de news que j'aime bien, tu vois, je mets toujours des petits cœurs dans les... tu Mais mets ouais, des mais smileys c'est et vrai. tout, Emoji, UTF-8. c'est Bref, ça, merci. alors Nvidia, ça fait bon, ils commencent pas à faire de l'ARM, c'est pas le sujet. Ils avaient déjà fait le Tegra, hein, le Tegra X1, notamment celui qui équipe la Switch, la Nintendo Switch. En fait, là, ils ont annoncé qu'ils allaient mettre les bouchées doubles sur le support pour leur bibliothèque d'accélération de calcul, donc qui s'appelle CUDA, pour la compatibilité avec les processeurs ARM. Alors, jusqu'à présent, Nvidia, ils étaient beaucoup connus pour leur rôle dans le développement de cartes d'accélération de jeu. Oui. Les fameux GPU, et on s'est rendu compte que c'était aussi des coprocesseurs qui étaient ultra intéressants pour des calculateurs, en sens général, et faire Oui. des calculs de masse. Et Évidemment. CUDA, par exemple, est beaucoup utilisé si vous utilisez After Effects, si vous utilisez ce genre de logiciel. Final Cut à l'époque, à la grande époque, quand il y avait encore du Nvidia dans les Mac, on utilisait les processeurs CUDA, par exemple, pour lancer la compression de vidéo, ce genre de trucs, des gros traitements lourds. Plutôt que le processeur le fasse, ben finalement, la carte graphique s'en chargeait très bien, quoi. Voilà, coprocesseur dédié, ou en tout cas qui Non, permet de faire mais des calculs plus parallèles, C'est ça. donc des calculs plus spécialisés. Mhm. Et en fait, ces types de cartes-là, donc des cartes graphiques de manière générale, en fait, ils avaient une intégration native avec tout ce qui est architecture x86, donc les PC ou même les serveurs qu'on peut connaître. Ouais. Ils avaient également travaillé en partenariat avec IBM pour leur architecture Power. Ils avaient développé le bus NVLink, hein, qui s'appelait comme ça, en partenariat du coup avec IBM. Mais ils n'avaient pas encore rendu possible d'utiliser des cartes Nvidia avec des Ouais. processeurs ARM. Et du coup, ils ont développé ça, et ils ont adapté leur bibliothèque, donc CUDA, et également la partie CUDA X et I, donc la partie dédiée au réseau, déjà, au traitement c'est ça. de réseau de neurones. Et ils ont dit qu'ils allaient sortir ça d'ici la fin de 2019. Alors, l'intérêt derrière tout ça, c'est que on va retrouver de plus en plus maintenant dans les serveurs, donc dans les data centers, des infrastructures à base de processeurs ARM. Parce que c'est assez performant, et c'est surtout hyper efficient en termes de rapport puissance énergie consommée. C'est rigolo parce qu'on voit AMD avec ses GPU se rapprocher d'Intel. Tu sais, avec les fameux coprocesseurs, enfin les fameux GPU intégrés AMD Oui, dans certaines puces Intel, pour les PC portables en c'est vrai, particulier. c'est vrai. Et on voit Nvidia se rapprocher, eux, d'ARM, fondeur concurrent finalement d'Intel. Donc c'est... Ils vont pas lâcher Intel. Non, ils vont pas le lâcher, non, ça c'est évident. Mais Non. c'est rigolo de voir ces rapprochements-là, tu vois.
Oui, oui. Mais là, c'est vraiment dédié à tout ce qui va être supercalculateur et data Oui, oui, center. bien sûr, bien C'est-à-dire sûr. qu'ils veulent pas louper le coche des prochaines générations Bah, ils ont de raison. supercalculateurs qui vont être probablement basés sur des ARM. Voilà, donc sachant que ils trustent par contre la majorité des supercalculateurs à base de GPU. C'est-à-dire que c'est quasiment eux qui ont, je crois que c'est 72% du marché de Oui. supercalculateurs équipés de GPU, c'est avec des GPU Nvidia. Donc autant te dire que je pense qu'ils veulent pas perdre de part de marché Non, voilà, c'est là-dessus. ça. C'est ça. Ouais. Ils ont un marché et ils veulent absolument pas se faire attraper, quoi. Voilà. Et donc avec toute la vague qui arrive autour de l'intelligence artificielle et des processeurs dédiés, ils veulent aussi surfer dessus. Et du coup, évidemment, ils veulent proposer ça intégré avec les processeurs RM. Évidemment. Donc CUDA AX AI pour les réseaux de neurones, autant pour l'apprentissage que pour l'inférence. Donc après la partie reconnaissance arrive. Voilà, donc c'est pas demain la veille qu'on verra plus de cartes Nvidia dans les serveurs de données. En parlant de gros serveurs, j'enchaîne. Ouais. News suivante. Est-ce que vous connaissez, dans la chatroom, levez la main pour ceux qui sont là présents en live, le fameux Top 500, le site top500.org? Est-ce que tu connais, toi? Non. Tu connais pas, c'est vrai? Oh purée, mais moi, depuis que j'ai découvert ce site, c'était étudiant, je crois, j'y allais hyper régulièrement, c'est le site qui recense les 500 plus gros calculateurs au monde. Ah oui, d'accord. Non, mais j'y étais pas du tout, moi. Top500.org. Oui, oui, oui. Merci Rige pour ton sub. Et alors en fait, sur ce site-là, donc top500.org, on recense les plus gros supercalculateurs. Oui, oui. Et donc il y a un peu un concours de qui a la plus grosse, etc. Ouais, oui. Et depuis très longtemps, en fait, il y avait des gens qui étaient dédiés à construire des supercalculateurs comme ça, dont cette personne-là, dont j'ai oublié le nom, et je vous le verrai tout à l'heure, Mike, je sais plus comment, vous le verrez. Il avait contribué en fait à faire rentrer dans ce top 500 la première machine, infrastructure supercalculateur à base de Linux. Voilà, D'accord. c'était une des premières vagues. Il se doutait pas encore que ça allait être la grosse vague, puisque maintenant quasiment tous les supercalculateurs de ce top 500 sont équipés en Linux. Voilà. Bon, c'est pas là où je voulais en venir. Ce qui s'est passé, c'est qu'en général, sur ces top 500, ce sont des super gros calculateurs qui sont commandés par des énormes entités gouvernementales, en général, quelques entreprises privées, auprès de grands constructeurs, souvent IBM, mais il y en a d'autres, et qui vont assembler en fait beaucoup de matériel, que ce soit des cartes processeurs, des cartes mères avec des processeurs, des Intel Xeon, en veux-tu en voilà, des IBM Power également, et énormément de cartes graphiques également, donc des Nvidia, comme on parlait tout à l'heure. Et ça construit une infrastructure, des machines physiques qui sont dédiées dans un centre, dans une salle de serveur, pour cette entité-là. Donc on va retrouver par exemple en première position le Summit, qui est le nom de ce supercalculateur, qui est à base d'architecture IBM, et qui est dédié à tout ce qui est calcul de météorologie pour le gouvernement américain. Voilà, bon. Les prévisions météo. Les prévisions météo, tout ça. Est-ce qu'il va faire chaud? En Donc ce moment, oui. Ça, ce sont des machines qui valent plusieurs millions de dollars et qu'il faut, il faut des mois pour les assembler, le temps de commander tout le matériel, de le configurer, les assembler, faire les câblages, etc. Enfin, c'est un truc monstrueux. Là, il y a une petite boîte qui s'appelle Descartes Lab qui a tenté l'expérience de construire un supercalculateur, mais uniquement avec les ressources disponibles sur le cloud public. Donc, ils se sont appuyés sur les infrastructures d'AWS, donc Amazon Web Services, qui fournit du coup des infrastructures serveurs à la demande. Donc tu peux du coup commander rapidement en ligne, tu t'inscris sur le site, tu inscris ta carte bleue pour pouvoir te débiter évidemment, puisque tu le payes à l'utilisation. Voilà. Et tu vas pouvoir commander des machines virtuelles du coup sur la base des infrastructures que met à disposition Amazon. Et donc là, ils ont dit, on va tenter pour notre besoin. Ça partait déjà d'un POC, ils voulaient tester si c'était possible. Et ils ont tenté de faire ça, donc ils ont créé un nouveau compte, ils sont partis de zéro, ils ont créé un nouveau compte sur AWS, ils ont inscrit la carte bleue de l'entreprise du coup, et ils ont voulu faire ça... L'entreprise a fermé depuis, spoiler alerte. Non, je plaisante. Pas du tout, ils ont coulé évidemment, ils sont déficit. Et ils ont voulu voir jusqu'où ils pouvaient monter en construction d'infrastructures, donc ils ont réservé, tu peux faire des réservations d'infrastructures comme ça sur AWS, et ils ont réservé une partie d'infrastructure colocalisée pour qu'elle soit plus près, pour pouvoir parler plus vite entre elles, puisque dans cette puissance de calcul, il faut que ce soit très proche pour échanger. Hein. Bah oui. Tout n'est pas dans le même serveur. Et donc ils ont réussi à assembler une machine à base de 40 000 corps, à peu près, donc un truc de malade. Je vous montrerai le détail après, qui tire à peu près 1926 teraflops, voilà, en moyenne, et 3980 en pic. Mais 3 fois rien. Ça les place directement en numéro 136 sur le top 500. Donc ils sont rentrés, ouais. Alors, voilà. Alors, faut savoir que les 100 premiers, c'est vraiment des trucs monstrueux. Puisque déjà, je pense que le premier, le Summit, il est à 148 600 teraflops. Donc autant te dire, t'es une barre au-dessus. T'es 100 fois plus. Et il a 2,4 millions de corps. Un paquet de... Bon. Donc là, eux, ils rentrent à la 136e position. Voilà, donc là ils ont lancé le petit benchmark en ligne de commande qui va bien, tu vois en haut à droite là, 1,9 gigaflop.
Donc c'est pas mal. Ils ont fait tout ça sans aide extérieure d'Amazon. Donc ils ont vraiment fait ça avec ce que n'importe qui peut avoir à disposition sur Amazon. Ils ont eu à dépenser le temps de ce test 5000 $. Donc ça peut paraître élevé pour une facture Amazon, mais si tu compares ça aux 10 millions habituels tels que pourrait coûter un supercalculateur comme Summit, bien sûr. Voilà, c'est très loin de ça. Et alors, le gros intérêt derrière ça, c'est qu'ils disent, outre le fait que c'est une prouesse technique, même si c'est pas énormément compliqué non plus, c'est surtout qu'ils ont démontré la capacité à démocratiser tous ces supercalculateurs. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être une grosse infrastructure, d'être une grosse société, une grosse administration, pour claquer 10 millions pour avoir ce supercalculateur. Tu peux en commander un à la demande sur Amazon, et sur des périodes de temps très courtes, puisque là, c'est vraiment à la demande, et quand tu t'en sers plus, du coup, t'es pas facturé. Donc c'est vraiment très bien. Tiens, je vous remets le nom du monsieur, voilà, Mike Warren, voilà, qui a démontré ça, et qui était, là, il s'est pris en photo devant les premiers calculateurs qu'il avait fait à l'époque. Il ressemble plus à ça maintenant, je vous rassure. Voilà, c'était il y a 20 ans, tu vois, il avait fait des supercalculateurs. Et donc là, vous voyez le détail en fait de l'infrastructure, donc sur Amazon directement. Donc ils ont pris des EC2, C5, donc des gros trucs à base de Xeon Platinum, tu vois le truc, 18 cœurs par truc, ils en ont assemblé une tripotée. Voilà, connectés entre eux avec du gros câble réseau. Alors pourquoi ils vont faire ça, outre le fait d'avoir démontré que c'était possible? Mais en fait, cette société, ils vont s'en servir pour faire des simulations autour de projets de recherche qui vont concerner la Terre à l'échelle globale. Donc ça veut dire des projets autour des calculs météorologiques, donc des prévisions météorologiques, ce qu'on a l'habitude. Ils vont faire tourner également des modèles sismiques. Voilà, donc ça c'est à base de transformer de Fourier. Pour ceux qui ont fait un peu de maths, ça va rappeler des trucs. Donc il y a beaucoup de calculs intensifs à faire. Et puis d'autres trucs autour de la dynamique des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pareil à l'échelle planétaire. Donc il y a des vrais usages. 5 000 $ par minute. Hein. 5 000 $? Non, j'ai pas les détails par minute, mais c'est pas grave parce que de toute façon, ces calculs, tu les fais pas tourner tout le temps. Tu n'as pas besoin de tout le temps de ces serveurs-là. Donc ils s'en servent et quand ils s'en servent. Est-ce que ça donne les chiffres du loto? C'est ça qui est intéressant. Je sais pas. Est-ce que ça. Pour pouvoir payer ensuite la facture. Tu vois, ils vont le lancer, ils vont le faire tourner, puis au bout d'un moment, le truc il va juste sortir dans la ligne de commande. Hop. 42. Ah, très bien. C'est la réponse. Moi, je pense que les chiffres, c'est 30, 92, 56, 81, 70, 06. Vous prenez juste les chiffres après la virgule. Très bien. Donc voilà. Testez-le, vous allez gagner. Si vous gagnez, vous dites merci. Assez génial, et ça montre que le cloud public a atteint un niveau qui est quand même faramineux maintenant. Oui. Et même jusqu'à des niveaux comme ça, on peut se poser la question de construire une infrastructure, ou plutôt d'aller utiliser ça à la demande. Et on est sur quelque part de l'économie du partage encore, tu vois. Bien sûr. Chaire d'économie. Donc moi je trouve ça intéressant. Voilà. Okay. Merci Ridge et Dreliox au passage pour les resubs. Ouais, pas mal. Bon, moi je suis beaucoup plus terre à terre. Hein. Je vais vous parler de Oppo et de l'USC. Ah, du SC que je choisis. Oh, ça c'est pas. J'avais mis tout un descriptif et il m'a juste mis ça. Bon, c'est pas grave. Alors qu'est-ce que c'est l'USC? L'USC, gros teasing hein, de la part de Oppo. Donc, c'est un anneau. Plus que ce que vous voyez. Hein donc qu'est-ce qu'une caméra sous l'écran peut nous apporter hein, hormis juste le fait qu'il n'y ait plus la caméra. Donc ils te disent que ça permet d'optimiser la structure interne de l'appareil, je ne vois pas trop pourquoi mais why not. C'est plus léger hein, et voilà, bref, un corps aussi apparemment enfin body, le corps du téléphone un peu plus sympa. Bon, ça sans doute en termes de design c'est assez évident. Donc ouais, la under caméra, enfin la under screen caméra, donc l'USC hein, c'est vraiment ça, c'est une caméra sous écran. Donc on fait disparaître le notch, le menton, tout ce que tu veux, et on la planque en fait vraiment derrière les pixels. Et comment ça marche? Ben, au moment où vous voulez prendre un selfie ou faire un appel vidéo, eh bien, alors là on voit à gauche un zoom sur l'écran du téléphone, donc la caméra est à peu près au niveau de, je sais pas, au milieu, on voit le haut-parleur, hein, donc à peu près au milieu. Et tu aperçois le rond dans le verre, dans la feuille. Ouais. Si, carrément. Ouais, si, on l'aperçoit un peu, ouais, effectivement, on le voit un peu. Et l'idée c'est que dès que l'écran AMOLED s'éteint, forcément les pixels sont complètement éteints devant, et donc on peut faire une photo, un selfie, voilà. C'est pas mal l'idée. Alors, apparemment les premiers tests disent qu'on voit pas trop la différence avec une caméra frontale normale, machin et tout ça. Je pense qu'évidemment il y aura quand même une mini perte de qualité, mais à la limite on s'en fout un peu, parce que quand vous utilisez la caméra frontale, c'est souvent pour faire de la visio ou un selfie dégueulasse.
Donc on s'en fout vraiment que il y ait un léger voile, tu vois, sur la photo ou machin, et qui peut être même réglé logiciellement, en fait. Tu peux appliquer un traitement de l'image. Quand tu vois le traitement des pixels sur Bien sûr. les monocaméras qu'ils ont derrière. Ouais. T'as vu le Pixel 3 ou pas? Oui. Alors? Bah, c'est impressionnant, puisque Audrey, oui, effectivement, un Pixel 3. un Pixel 3, c'est assez impressionnant. Il est plutôt léger quand même, plutôt compact et léger. Ouais. En fait, c'est le fait qu'il soit en plastique qui fait qu'il est léger. Ouais, t'as l'impression d'un peu de vide aussi derrière au niveau de la batterie, mais il est assez léger. Après, le form factor il est très proche du OnePlus. Oui. Mais le OnePlus fait plus massif, t'es plus qualité autour de ça. Mais par contre, en termes de. C'est le poids en fait qui fait ça, c'est le ressenti. En termes d'OS et de look and feel, enfin de fil surtout, au niveau de logiciel, c'est hyper propre. Franchement, c'est un très bon téléphone. Non, vraiment. C'est pour ça qu'elle tweet n'importe quoi. C'est possible. Donc, bref, l'USC, Oppo. J'avais un autre truc aussi par rapport aux gens qui disaient qu'on allait perdre en qualité. C'est pas forcément vrai parce que non. Ils ont réussi en fait à caser un capteur du coup plus grand. Oui. Puisqu'ils ont plus d'espace derrière. Avant, on devait. Il faisait faire attention au notch. Voilà. Le notch soit énorme. Il fallait pas impacter le design de la façade du téléphone. Du coup, ils cherchaient des capteurs plus petits pour les faire le moins visible possible. Là, comme ils sont cachés derrière, ils peuvent prendre plus de place. Un capteur plus grand, il laissait passer plus de luminosité. Donc. Et donc, ils arrivent à compenser aussi avec ça. Ouais. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Au niveau design, c'est hyper top. Et je pense honnêtement que c'est vers ça qu'il faut aller. Quand tu vois les notches, pas le notch, mais les caméras pop-up, ce genre de trucs et tout ça, pour moi, c'est pas vraiment le sens de l'histoire, ça. Déjà, ça fait des téléphones qui sont pas étanches, ça limite énormément de choses en termes de design et tout ça, alors que là, effectivement... Et ne parlons pas de tous les pop-up mécaniques, là. Alors ça, les tiroirs. Les tiroirs, bref. Ouais. Donc pas mal, innovation venant de chez Oppo, et donc on risque de voir débarquer chez OnePlus. Exactement. Puisque c'est un peu déjà c'est la même maison, Oppo étant normalement les flagships et OnePlus étant, on va dire, le téléphone moins brandé de chez eux, quoi. Ça leur fait une excuse pour monter encore le prix de la prochaine génération. Voilà, je pense que le prochain OnePlus sera à plus de 800. Le OnePlus 8, 800. Parce que le OnePlus 7, 700. OnePlus 6, 600. Purée. Bah, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça suit ça. Vivement qu'ils arrivent au OnePlus 10. C'est ce que je me disais. Bon, enfin bref. Et la bonne nouvelle, ou pas, c'est Google. C'est Google qui arrête les tablettes. Alors la news derrière ça, c'est que, mais en fait, Google faisait des tablettes. Ils avaient commencé. Oui, ils avaient fait des tablettes. Alors après la vague Nexus 7, qui était plutôt une bonne réussite, ils avaient continué. Elle était vachement bien. Elle était vachement bien. Pour le rapport qualité-prix et la dimension, c'était plutôt pas mal. Mais en fait, c'était plus des gros smartphones que des vraies tablettes. Oui. Et en fait, ils ont après lancé les Pixel, et notamment les Pixel Slate en tablette. Et là, ils ont eu un accueil un peu mitigé déjà parce que non, Android. Le Pixel, la dernière, c'est la... Pixel Slate, c'est du Android, mais en fait, oui. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont sorti effectivement dans la même génération que Chrome OS dans les Pixelbook, ils ont sorti une tablette haut de gamme à un tarif assez élevé, avec un OS qui était plus à la hauteur de ce qu'on trouve maintenant. La Slate C, il y avait. Oui, c'est ça. Qui était avec un clavier. Un clavier, ouais. C'était un concurrent de Surface en fait. Le clavier rond. Les touches rondes. Je crois, je sais pas. Oui, c'est celle-là. Qui était bleue. Bref, donc ils arrêtent toute la gamme hardware des tablettes. Donc ça veut pas dire qu'ils vont arrêter de supporter la Pixel Slate. Ils l'ont précisé dans le tweet. Donc c'est un tweet officiel de la personne du VP de la partie hardware des tablettes notamment, qui disent que la Pixel Slate est sur Chrome OS, il me semble effectivement. Ah, ok. Contrairement à la Pixel C sur Android. D'accord, donc on avait... Ça. Ah voilà, donc on s'est mélangé les pinceaux. Donc pour moi, la Slate, c'était vraiment la dernière qui est sortie sous Chrome OS, celle qui est bleue, avec le clavier et les touches rondes noires dessus, là. Où Nelliger, derrière, disait, les touches rondes, c'est pas possible pour moi. D'accord. Donc ils arrêtent en fait la partie hardware. Par contre, ils continuent effectivement la partie logicielle. Google n'arrête pas d'arrêter, effectivement. Ils font que ça. Alors la Pixel 7 avait reçu un avis, avait un avis de la presse qui était assez désastreux, puisque effectivement... Ah oui, mais je dis, c'était vraiment lié à Chrome OS qui n'était pas du tout abouti, ça buguait tout le temps, elle était lente, et elle était vendue, on ne comprenait rien à la gamme, c'était vendu hyper cher, avec des process Intel dedans. C'était censé être une concurrente, comme tu dis, des Surface, au prix des Surface, mais avec Chrome OS. C'était très difficile à justifier, quoi. Carrément. Donc bon.
Donc tout ça pour... Donc ils ont arrêté, ils ont arrêté le support de la Pixel... Ils n'ont pas arrêté le support de la Pixel Slate, ils ont dit qu'ils feront plus de nouvelles tablettes. Et du coup, ça a arrêté net 2 projets qu'ils avaient en cours chez eux quand même. Donc ils avaient vraiment 2 projets qui étaient en train de passer différents tests. Et en fait, ils n'ont pas passé les tests au niveau de la qualité. Ils ont dit non, c'est bon, c'est pas la peine, on arrête. Ça sert à rien de sortir ça. Ça va encore foirer derrière. Donc ils ont arrêté avant que ce soit trop tard. Bon, ok. Par contre, ils vont se concentrer toujours donc, sur la partie Android, mais également sur les Pixelbook. Et ils vont continuer à améliorer Chrome OS, de manière générale. Après, bon, ça a du sens parce que Chrome OS maintenant, il fait tourner aussi. Est en tactile, hein. Faut pas les Pixelbook sont pas des tablettes, également. mais quand même. Et maintenant, sur Chrome OS, tu fais tourner également les applis Android. Donc, tu n'as plus forcément besoin de faire l'effort de faire évoluer Android pour la partie tablette, mais plutôt de ramener Chrome OS sur la partie support des tablettes également. Ouais, c'est un peu le chemin que prend Microsoft avec Windows 10 également, de plus en plus. Mais donc voilà. C'est tout, sachant qu'ils vont quand même continuer à supporter les mises à jour de sécurité pour la Pixel Slate. Donc ceux qui ont déjà une Pixel Slate vont continuer à avoir le support. Mais pas la peine de la jeter tout de suite. Vous n'aurez pas les prochaines tablettes en fait. Elle était sortie en France, la Slate, je crois pas en plus. Non, je crois pas. Je crois que c'était la C uniquement, Pixel C. Ouais. Et voilà. En parlant de Google. Bah ouais. Google vous offre 1000 €. Tu te rappelles les mails, Microsoft offre, tu te rappelles les tout premiers spam. Ah, les spams comme ça, récupérés. Ouais, c'est ça qui t'explique ça. Bon, évidemment, Google vous offre pas 1000 €. Mais je voulais faire un petit parallèle avec ça. C'est l'UFC Que Choisir qui a lancé. Tu veux dire que tu fais des titres clickbait? Ouais. Ah, ok. Ils ont lancé une class action, comme on dit en français. Donc une action de groupe devant le tribunal de grande instance de Paris pour violation du règlement RGPD. Et bam! Voilà, et là ils disent que l'indemnisation pour le préjudice par utilisateur d'Android est d'à peu près 1000 €. Donc cette somme correspond à la violation de la vie privée de chaque utilisateur par la transmission à Google d'informations de façon continue, explique l'association. En cause, toujours le même problème, Google qui n'obtiendrait pas le véritable consentement de l'utilisateur concernant ses données privées, notamment à travers des cases précochées camouflées. Non. Si je vois pas de la firme a bien proposé des améliorations, mais ça ne concerne pas le consentement à proprement parler. Donc en plus, ils ont fait des améliorations, mais ça va pas du tout dans le bon sens. Le nerf de la guerre serait en particulier le paramètre de géoloc. Google a effectivement été au centre donc, de nombreux scandales, machin. Il faut savoir quand même qu'a priori, lorsque vous avez un smartphone sous Android, il lance à peu près la géolocalisation 340 fois par jour. Mais je le vois en fait, parce que tu as la notif qui apparaît, donc moi je le vois, j'ai posé à côté de moi, et effectivement c'est choquant. Enfin, 340 fois par jour, vous êtes localisé par Google. Pourquoi? Parce que le problème c'est surtout que Google ne demande pas la permission express de l'utilisateur, donc à lier la géoloc à du ciblage publicitaire. Alors il faut savoir un truc, c'est que effectivement quand tu vas par exemple dans un restaurant, si tu as activé l'option d'affinité, tu sais pour les restaurants, en fait c'est pas du tout basé sur le fait que tu aies laissé une bonne note à un resto ou machin. C'est basé sur le fait que tu y sois allé. Et s'ils voient que tu fréquentes souvent des lieux où par exemple ils servent des burgers, et ben dès que tu voudras aller dans un resto dans le même type de cuisine, tu diras, comme vous allez souvent dans des trucs de burgers, votre taux d'affinité est genre de 90%, tu vois. Et c'est basé uniquement sur la géoloc, quasiment que ça. Donc forcément, il vous géolocalise en permanence, quoi. Donc, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que c'est pas vraiment... c'est considéré comme de la publicité, et c'est pas... 1000 € de réduction sur les versions d'Android. Non, c'est vraiment, ils demandent ça. Alors, il faut savoir qu'il y a plus de 30 millions, je crois, de devices Android en circulation et activés en France, ce qui correspond à une amende colossale, puisque c'est à peu près 25% du chiffre d'affaires mondial de Google. S'il versait donc 1000 € à ces 30 ou 33 millions, je crois, d'utilisateurs en Android en France. Bon, évidemment, ils ne paieront pas cette amende. Il y a de fortes chances qu'ils fassent appel, qu'ils trouvent un arrangement, que machin. Oui, enfin, je sais pas, on va voir quand même, parce que le RGPD maintenant, Ouais, mais ça te tarde d'avoir 1000 € du coup? Non, ils vont pas. Non, je pense pas qu'ils les payent à chaque utilisateur, c'est pas vrai. Par contre, l'amende qui va être investie dans quelque chose derrière, oui, ou sous une autre forme que monnaie trébuchante, sonnante et Android, trébuchante. Tu vois, Nicopi dit, on va pouvoir acheter un iPhone. C'est vrai, tu vas pouvoir. Tu donner 1000 €, tu vas acheter un iPhone. Moi, la géologue, ce que j'ai souvent en fait sur Android, c'est Maps qui me notifie en me disant vous êtes allé là, évaluez ou répondez à des questions en fait pour d'autres personnes qui. Oui, c'est ça, mais il a besoin de te géolocaliser pour ça 340 fois par jour. Voilà, on va pouvoir acheter un Samsung. Ah ben non. Non, plus jamais Samsung. Non. Merci. Pourquoi? Tu veux pas un Fold? Non. Là, c'est pas le Fold, c'est Samsung et tout le caca qu'ils font sur l'OS. Ouais, ça t'embête. J'ai plus envie maintenant. Tu m'étonnes.
Bon, on change de maison. Bah On ouais, part bah chez chez Microsoft et on va parler du Windows Terminal dont on n'a pas encore assez parlé dans ces derniers bits qu'on a fait. Donc il est sorti en version preview sur le store. Alors Windows Terminal, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle version de la ligne de commande de Windows, plutôt des lignes de commande de Windows puisqu'il y en a plusieurs, qui vous permet du coup de lancer des commandes. Alors, Putain, je crois que tapant coucou et dans bisous le texte. papa, tu as un message privé. Super, merci, salut. Salut fiston. Donc du coup, le terminal, c'est ça. Donc là, vous avez en fait une ligne de commande PowerShell qui est lancée avec des scripts. Donc là, c'est des tests pour exécuter des vérifications sur du code, j'imagine. Et vous avez la fenêtre du nouveau terminal, donc qui va permettre d'héberger, en fait, c'est plutôt un conteneur On se pour connaît, ces c'est mettre en différentes commandes. fond, c'est vraiment ça l'essentiel. Voilà, on est bien d'accord. Alors il y a plein de choses que vous voyez sur cet écran. Il y a les couleurs, il y a l'alignement, la police, il y a les supports des icônes, Tout est des personnalisé. emojis, et la couleur de fond également. Donc il y a tout ça. Ça ne supporte pas que PowerShell, puisque vous allez pouvoir également lancer PowerShell aussi, puisque c'est la même chose. Non, mais vous avez Là, on voit qu'à la côté, coloration, oui. et vous avez également les différents, du coup, les différentes lignes de commande que vous pouvez lancer. Donc là, vous avez le command prompt, donc le fameux historique de DOS, Ouais. différentes versions de PowerShell, Ubuntu, donc les fameux sous-systèmes Linux qu'on va retrouver dans Windows, Debian, tout ça, machin. Voilà, donc sur Bash pour Ubuntu, ça donne ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va retrouver la coloration comme on a l'habitude de voir dans un terminal Linux. Et voilà. Donc là, vous avez tout un site, un blog, un post sur le blog de la team qui explique un petit peu tout ce qui sort dans cette version preview sur le store. Donc ça veut dire que vous pouvez déjà l'installer et commencer à tester. Sachant qu'il vous faut quand même la dernière version de Windows 10, à savoir la 19.03, donc l'update là de... Je crois qu'on l'a en bas, il nous la propose là. On la propose en bas. Ah oui, c'est possible, tout à fait. Et donc voilà. Et oui, Floz d'ailleurs, qui est dans la chatroom, s'est fait plaisir également, puisqu'il a vu qu'il pouvait également lancer tout l'environnement GNOME dans le terminal via le sous-système Linux pour Windows. Donc c'était plutôt rigolo. Donc ce terminal, il est entièrement configurable dans un fichier. Donc tout se passe par un fichier, comme ça, un fichier JSON, donc en format JavaScript. Et vous allez pouvoir le configurer, les polices, les lignes de commande que vous pouvez lancer, etc. Voilà, moi ça fait un petit moment que je l'essaye. Alors moi je l'avais récupéré avant la diffusion sur le store, puisque je le récupérais, il est open source, donc vous pouvez le récupérer depuis GitHub et le compiler vous-même. Alors le compiler vous-même, il faut vraiment en vouloir, parce que il y a beaucoup de choses à configurer, installer et à connaître pour pouvoir compiler tout ça, c'est vraiment assez compliqué. Par contre sur le store, là franchement vous avez juste à cliquer sur installer et c'est parti. Il n'y a rien de plus à faire, même pas besoin de passer son PC en mode développeur et tout ça, et vous allez pouvoir commencer à jouer avec. Du coup j'ai commencé à l'utiliser. 30 ans après ZSH. Mais en fait c'est ça, et je m'en sers avec le bash pour ZSH, pour faire du dev à côté, et c'est plutôt confortable. Alors je m'en servais déjà avec le sous-système Linux dans Windows, par contre c'était plusieurs fenêtres à utiliser, à jongler avec, donc c'était assez contraignant. Là c'est un peu plus sympa. Par contre, on est encore loin de ce qu'on peut trouver dans d'autres terminaux avancés, comme sur Mac, ou même sur Linux évidemment, mais ça prend la bonne voie. Voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à traiter, ça crache pas, ça plante pas. Par contre, il y a pas mal de détails d'ergonomie qui seraient vraiment améliorés, mais ils sont dessus, ils le savent. C'est vraiment le truc qu'ils ont mis de côté pour l'instant dans l'aspect ergonomique, ils sont plutôt en train de travailler. Les couches bases d'interaction, de fluidité, de traitement des caractères, etc. Voilà. Si vous voulez y aller, allez-y, installez-le. Les mises à jour seront diffusées également sur le store. On va pas faire plus long sur cette petite news-là. Yep. Ah, vous allez pouvoir cocher une nouvelle croix dans le bingo, puisqu'on va parler de Tesla. Et attention, combo ultime, on va parler de Tesla dans un tunnel de la Boring Company. Sur Mars. Non. C'est pas mal. Ça. Dans une fusée SpaceX qui part sur Mars. Ah, on est bien là, effectivement. Donc c'est quoi? C'est une vidéo qui a été publiée sur YouTube, qui a été retirée depuis, mais vous allez pouvoir retrouver ailleurs, qui présente en fait une Tesla Model 3 qui emprunte un tunnel de la Boring Company. Alors c'est un test. Avant d'avancer, ouais. T'as vu, t'en as croisé des Model 3? Oui. Il y en a plein. Oui, j'en ai. Il y a à Bordeaux, il y en a mais plein. Enfin, il y a un cargo qui est arrivé, ça y est. Il y a une bleue, une rouge, une blanche, une grise. Enfin, j'ai vu toutes les couleurs aussi. Ouais, c'est ouf. Et en fait, elle fait... Elle est pas si petite que ça. Non. C'est là, l'arrière, oui. Oui. Mais de devant, avec une Model S, quand elle arrive de face, tu sais pas si c'est une Model S ou... Après, tu le vois, au bout d'un moment, tu dis, ouais, non, quand même, elle est un peu moins large. Mais c'est hyper dur de faire la différence. Hein. J'en ai jamais vu à Bordeaux, nous dit Mada Project. Moi, j'en vois... Où c'est que j'en ai vu il y a pas longtemps? C'est une Model X que je vois tout le temps. J'ai un voisin qui en a une. Ah bah oui, si c'est un voisin. Forcément. Ouais, les trottinettes Xiaomi aussi, j'en trouve, mais partout. C'est la folie. Les trottinettes, c'est la folie. Partout. Explosion de malade.
Et à chaque fois que j'en croise une, c'est quelqu'un de nouveau que j'avais pas vu avant. Parce que je fais Ouais. gaffe à qui c'est. Bon, il y a quelques-uns des habitués que je croise sur la route. C'est leur trajet de travail, tu le sens, mais il y en a d'autres, c'est vraiment. Ça Donc, foisonne. ouais, hop, allez. Les Model 3 aussi, j'en vois plein. Mais effectivement, quand tu les vois arriver de face, Ah tu ouais. sais pas si c'est un Model 3 Model S. Quand tu commences à voir de côté, tu dis, ah, c'est un peu plus petit, mais court, pas beaucoup. ouais. Et après, tu vois l'arrière, Ouais, tu dis, ouais. tu vois, ok. Elle est Ouais. pas mal, hein. Franchement, elle est. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Je suis l'avant un peu trop plongeant, pointu pour moi, ça me paraît. Ouais. Mais alors, t'as vu, mais le modèle Y, du coup, il est. Je trouve pas bien, quoi. Non, il est moche. On est d'accord. Il est moche. C'est un modèle. Il est C'est moche. un modèle 3 surélevé, mais dégueulasse. C'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est Ouais. cette news-là? En fait, c'est une démonstration qu'ont fait des employés de Tesla pour les boards, donc l'investisseur, les investisseurs, les membres du board plus généralement, donc qui ont pu s'installer à l'arrière de la Model 3 pour emprunter le tunnel. Et donc là, donc on a pu voir en fait dans cette vidéo, vous pouvez je vous mettrai le lien, vous allez pouvoir voir qu'il y a une interface en fait dédiée. Donc la voiture avance. Elle va se positionner sur une sorte de grille en métal, tu sais, comme les grilles d'aération que tu as dans les villes. Et cette grille, en fait, va descendre. Et là, tu vois toute la voiture et tous les passagers dedans qui prennent l'ascenseur en voiture. Et déjà, quand tu vois ça, tu te dis, mon Dieu. En voyant la vidéo, je sais pas ce que ça t'a fait, mais moi, ça me fait flipper de voir que tu arrives sur une grille et que ça bouge et que la voiture descend. Ouais. C'est un truc que t'as pas l'habitude. Tu te dis, oh, on va se tuer, ça va tomber, il y a un truc qui va se passer. Donc tu vois toute la partie mécanique, tu vois les chaînes en fait pour faire descendre le plateau. Et après tu vois le tunnel apparaître. Donc là t'as plutôt le côté waouh. T'as le gros tunnel là blanc et rouge avec les éclairages. Ouais, et il y a une app. Et il y a une app du coup, le tableau de bord avec l'interface change pour dire voilà vous entrez dans un tunnel. Tu dis ben, on y va go et les lumières du tunnel du coup commencent à. En fait il fait start et c'est là que le tunnel donne son accord. Voilà, le tunnel passe au vert pour dire vous pouvez y aller comme un feu de circulation et la voiture emprunte le tunnel. Alors on n'est pas encore sur la version finale du projet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous avez vu rapidement le tunnel, il est assez étroit, on passe qu'une voiture dedans, et il n'y a pas tout le système de rails en fait sur lequel la voiture vient s'en ficher. Là par contre c'est une route qu'il y a dedans, donc la voiture va prendre la route. Donc au début c'est le conducteur qui va commencer à rentrer dans le tunnel, et après c'est l'autopilote qui était adapté pour le fonctionnement dans le tunnel. Ouais. Donc la voiture communique avec le tunnel, et après l'autopilote prend le relais pour circuler dedans. Et là c'est impressionnant parce que la voiture, elle prend le tunnel et tu vois la vitesse d'accélération. Je sais pas si tu as vu la vidéo. Ouais, Le truc il monte et tu vois 116 miles, donc 186 km/h. Et là, il part avec les virages et tout. Il y en a un machin. qui mais est-ce qu'on peut faire un barrel roll Oui. Le mec qui parle dans la vidéo. Tu montes le truc aussi. Ouais. À la Man in Black, tu sais, comme dans le premier. Mais je t'avoue que dans un tunnel à 186 km/h, tu dois voir les bords tellement défilés, tout ça machin, ça doit être flippant. Il est hyper étroit, mais rien que la vidéo, quand tu la vois, tu fais waouh. Alors, ce qu'ils ont dit, c'est que en plus, ils sont pas au top de ce qu'ils espèrent. Ils veulent monter à plus de 200 km/h dans un tunnel comme ça. Et après, ils veulent évidemment rajouter le système de rail qui est ça en fait, voilà, où la voiture en fait va. Donc là, c'est la voiture en elle-même qui vient s'amarrer sur le tunnel. C'est ça. Il y a aussi ça, et du coup, le mode de conduite change. Et là, on peut tout envoyer, quoi. Et là, ils vont pouvoir déboîter un truc de fou. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Donc je vous invite à regarder la vidéo et à voir ça. C'est la première vidéo qu'on voit sur une vraie interaction entre la Tesla et le tunnel, donc, et pas un truc fake ou un. Donc voilà, c'est vraiment. Est-ce qu'avec ton Audi, tu peux rentrer dans le tunnel? Et non. T'as pas l'app pour ça. Bah tu peux, mais tu vas pas rouler à 186 km/h. Hein, parce que là, si tu te loupes dans le virage dans le tunnel, t'es mort. C'est clair. Voilà. Pas mal en tout cas. On enchaîne. C'est pas le monde creve un peu, c'est clair, c'est tout. Purée, c'est clair. Purée, oui, carrément, j'ai pas pensé à ça, t'imagines. Ah ouais, non mais là, c'est des run-on flat sur les... Il vaut mieux. Non, même je crois qu'elles ont des pneus spéciaux, les Tesla. Ah bon? Ouais, je crois pas que c'est une run-on flat, c'est encore un autre truc, mais genre c'est increvable quoi. C'est le cas de le dire, increvable. Bon, ok. Voilà. Allez, Apple Wallet et j'aurais pu mettre un cœur, Pathé Gaumont. Bon, en gros, il y a une grosse collab en France entre Apple et les cinémas Pathé Gaumont, puisqu'ils lancent les premiers billets sans contact dans les salles obscures. L'idée, c'est que directement depuis l'app, vous pouvez acheter un billet. Ça, c'est pas vraiment nouveau. Mais la nouveauté, c'est que ça s'ajoute dans le wallet, donc dans le portefeuille d'Apple. Et quand l'heure de la séance approche, bah déjà elle va popper sur la page d'accueil, elle sera en permanence sur la page d'accueil. Et tout ce que vous avez à faire, c'est un double clic sur votre téléphone et vous avez normalement votre truc de cinéma qui apparaît. Bon, c'est ma carte SNCF, hein, mais peu d'intérêt. Et du coup, vous l'approchez de la borne et hop, vous rentrez dans le cinéma. Vous validez en fait votre ticket comme ça. Ça fonctionne aussi avec l'Apple Watch parce que tout ce que vous avez dans le wallet de l'iPhone, vous l'avez aussi sur l'Apple Watch, c'est synchronisé. Donc vous avez votre ticket qui pop, donc vous l'avez toujours en notif sur l'Apple Watch, donc si vous regardez vos notifs, vous l'avez. Et vous pouvez biper avec l'Apple Watch et rentrer comme ça dans le cinéma. Ça sera disponible à partir du 30 juin, donc c'est-à-dire la semaine prochaine.
de ce week-end, quoi. Suivant quand vous regardez ça en replay, évidemment. Voilà, je sais pas si on a montré l'incruste, non peut-être pas. Non. Donc voilà, hein, ça fonctionne comme ça. Ils te disent, alors au début tu as un Face ID pour t'identifier quand même, hein, et ensuite là vous avez le petit logo qui vous dit approcher du lecteur. Donc vous avez un lecteur qui va vous ouvrir en gros une barrière et vous passez directement dedans. Dessus vous avez l'heure de la séance, la salle et ce genre d'infos, sachant qu'en plus tous ces trucs là peuvent être mis à jour en temps réel. Donc si jamais la salle venait à changer, sur votre billet, elle changerait automatiquement en fait. Voilà. Après, géoloc à l'intérieur pour non, pas forcément. Tourner à gauche. Mais voilà. Tiens, en parlant de ça, j'ai eu une expérience assez étonnante. Ça fait longtemps que tu as été chez Decathlon la dernière fois ou pas? Non, mais non, j'y suis allé il y a pas longtemps ce week-end d'ailleurs. Ce week-end, est-ce que tu as été auquel? Mérignac. Mérignac. Est-ce qu'à Mérignac, ils ont comme à Bègle les nouveaux paniers où tu jettes tous les articles Ah oui, dedans? ça fait hyper longtemps qu'ils l'ont. D'accord. Ah Parce ouais. qu'il n'y avait pas encore nous à Villeneuve, et là, maintenant qu'ils ont déménagé à Bègle, ils ont mis le nouveau truc. Alors tu jetais les trucs dedans, sauf qu'il fallait quand même scanner les articles. Sauf que là, c'est fini. Oui, Tu jettes les articles dedans, et grâce au RFID, en fait, il t'affiche direct ton panier, il te dit est-ce que vous avez bien 3 articles. Il faut les faire un par un quand même. Mais Ah non, moi j'ai tout jeté. Elle m'a dit poser tout dedans. J'ai Ah tout ouais posé. Ah ouais, j'ai tout posé. Ah bah pas nous. Et ça m'a indiqué 3 articles avec les 3 trucs que j'avais dedans, quoi. Ah, j'ai génial. dit le RFID. Oui, mais Voilà. C'est génial, ça. Et ça marche vachement bien. Et du coup, il y a Captain Luke qui était là, et il me dit oui, c'est top, c'est fou. C'est top fou. Ah mais j'ai rentré le truc, après j'ai scanné ma carte de fidélité sur mon téléphone, j'ai payé avec Apple Pay, et ça m'a dit est-ce que vous voulez un ticket? J'ai dit oui par mail. oui par mail, et j'avais déjà mon adresse mail renseignée puisque elle est carte de connectée à la fidélité. carte de fidélité, et j'ai reçu mon ticket dans la seconde, j'ai pris mes affaires, je suis parti. C'est Decathlon, Mada Project. C'est Decathlon, ouais. Donc là, Bègle, tu disais, et Ouais. Mérignac, c'est pareil. Hein. Ouais, et c'est ouf, hein. Sérieusement, c'est ouf. Hein. Bientôt la fin des caissières. Mais en fait, il n'y avait plus de Là, caissières. il y avait une Toutes dame les quand caisses même sont qui disait passées. jeter tout dans le bac. Ok. Ah non, toutes les caisses sont pas passées automatiques. Il en reste pas beaucoup Non, il en reste à très peu. Mérignac. Par contre, effectivement, il y avait quelqu'un pour t'accompagner sur ces caisses-là. Voilà, il y avait une personne qui m'a dit jeter tout dedans. Ok. J'ai tout balancé. Voilà. Non, mais ce qui serait top, ça serait. Alors, tu vois, après, avec Hugues, on se disait, mais putain, le truc top, c'est tu remplis ton chariot pour faire tes courses. Quand tu passes à la caisse, par exemple, tu le laisses entre deux trucs qui analysent tout ce qu'il y a dans ton panier. J'avais vu ça, il y avait des expériences sur ces Carrefour qui faisaient ça. Pareil. Et là, après, t'as plus qu'à payer, c'est bon. Ouais, non, mais même tu sors avec. Tu sors avec et tu passes le truc, c'est scanné et c'est débité, c'est payé direct, sans qu'il y ait rien Voilà. à faire. Ça, Faut c'est que tu top. sois membre du truc. Je sais plus quelle grande chaîne de distribution faisait ça. Mais ça, c'est top. Ils testaient ça. Mais oui, c'est génial. T'as plus les caisses, tu dois décharger tout ton truc, Voilà, recharger tout, t'avances, organiser et machin. ni scanner en avance ou machin, tu vois, c'est tu blindes ton chariot, tu passes devant le truc, ça scanne tout ton chariot, tu payes et 1 euro, quoi. Franchement, pas mal, quoi. Le futur, moi je vous le dis, le futur. Le futur est là. Bon, allez. En parlant du futur, Yep. on va parler de la 4e génération du Raspberry Pi. Et oui, Rien que ça. le Raspberry Pi, c'est ce petit ordinateur qui sert à faire plein de trucs, qui sert à faire des projets maison, du it-yourself, mais qui sert aussi à plein d'autres choses. Oui. Et donc ils ont lancé la 4e version de cette carte de programmable à tout faire. Alors au niveau des nouveautés, ce qui change principalement dedans, qu'ils ont upgradé en fait le processeur. Alors le processeur c'est plutôt le SoC, donc tout le système autour du processeur, qui permet du coup d'augmenter en capacité, en performance. Donc il passe à 1,5 GHz quad-core 64 bits, pareil, mais surtout le chip ARM qui change, ça passe à un A72, pardon, donc une architecture un peu plus récente, qui leur fait espérer 3 fois de perf supplémentaire, donc un gain de perf x3. Ce qui change également, ça va être la mémoire disponible, puisqu'ils vont l'offrir en 3 versions, 1 Go, 2 Go ou 4 Go. Et le fait d'avoir upgradé ce processeur-là leur permet d'exploiter de nouvelles possibilités de connexion, comme notamment un vrai port Ethernet gigabit. Cette fois, on n'est plus limité aux 100 mégas, puisque jusqu'à présent, les Raspberry Pi étaient limités aux 100 mégas sur le réseau, ce qui était très embêtant pour faire plein de choses. Merci Bon, après... Charlie pour ton... Ah, merci Charlie. Après, il y a le Wi-Fi 802.11ac évidemment, le Bluetooth 5.0 également, mais aussi un truc nouveau qui est apparu, le USB 3.0 enfin. Donc il y a 2 ports USB 3 et 2 ports USB 2. D'ailleurs, je vais vous montrer la carte qui est ici. On retrouve une carte qui ressemble beaucoup à la précédente. Elle est compatible avec tous les ports d'extension, donc le fameux port GPIO là-haut et tous les HAT, les cartes qu'on peut rajouter par-dessus sont compatibles. Par contre, vous commencez à voir que certains ports ont un peu changé, tu vois, il n'y a plus de port HDMI directement. Non, il y a du micro... Et oui, ils sont passés à du micro HDMI. Mais il y en a 2. Mais du coup, il y en a 2, puisque évidemment, la nouvelle carte graphique qui est dessus, donc qui est basée sur du Video Core 6, va être capable de
sortir du 4K en 60 fps ou du double flux 4K en 30 fps sur chacun des deux micro HDMI. C'est impressionnant pour une si petite carte. Et c'est alimenté aussi. Alors, du coup, évidemment, il y a d'autres choses qui changent. Donc, il y a le prix reste identique pour le premier modèle, donc le modèle 1 Go à 35 $, 2 Go à 45 $ et 4 Go à 55 $. Pour les usages, si vous voulez vraiment faire du prototype pour faire des petits projets, le 1 Go suffit. Mais par contre, si vous voulez l'exploiter à sa pleine puissance, pour les usages qu'on va discuter juste après, il vaut mieux commencer à la 2 Go. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette carte? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on ne pouvait pas faire avant? Est-ce qu'on peut en mettre Android TV? Non, je peux. Ben oui, tu pouvais déjà mettre Android TV sur à partir du Raspberry Pi 2, je crois. Mais au niveau perf, c'était limité. Voilà. Là, par contre, donc là, oui, l'alimentation qui passe à un port USB-C, j'avais oublié de le préciser. Pour des questions standards et d'alimentation également, on va voir après la consommation. Donc là, les usages qui s'ouvrent sur Raspberry Pi maintenant, c'est des trucs comme un vrai serveur NAS. C'est-à-dire qu'on était limité pour faire du NAS par rapport au port réseau qui n'était pas suffisamment rapide, et par rapport au port USB pour brancher les disques durs qui n'était pas assez rapide. S'il n'y avait pas l'USB 3, ça ne servait à rien. Là, ça devient complètement possible. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la possibilité maintenant de faire un vrai Media Center à l'ordre du jour. Les premiers Raspberry Pi, je sais pas toi, mais moi, la première expérience que j'avais eue, c'était pour mettre un truc à base de Kodi ou de Media Center dessus. Un Media Center pas cher, avant que j'achète ma Shield. Et c'était bien à l'époque, mais très vite, quand tu commences à avoir des vidéos assez conséquentes, voire de la 4K, bah, tu peux plus, le Raspberry Pi n'est pas suffisant. Là, celui-là... un Rasplex. Ouais, ça marchait très bien aussi, c'est exactement. Là, celui-là te permet maintenant de décoder du HEVC directement, en hardware. Donc c'est bon, la 4K, tu vas pouvoir la sortir. Donc là, tu vas pouvoir retrouver un usage de Media Center à base de Raspberry Pi. Donc autant te dire, ça va redémocratiser cet aspect-là. Est-ce qu'on peut installer tvOS? Ça, je sais pas. On va aussi pouvoir faire du gaming dessus, voire, et surtout... du rétro gaming, donc là petite parenthèse à RGB. Oui, Recalbox pas que. Alors Recalbox, ils ont fait d'ailleurs un live il y a pas longtemps pour annoncer. Ils ont fait un live le soir de l'annonce en fait de ça. Bien, Fabrice, bien joué, franchement, avec le gérant de QB, donc QB qui est un revendeur de Raspberry Pi, de tout ce qui est le principal importateur exactement. En France. Et ils ont parlé évidemment du support de Recalbox qui est arrivé sur ce Raspberry Pi 4, alors sachant que évidemment ça va leur demander beaucoup de travail quand même. Parce que si le hardware change, ça veut dire que tous les drivers qui font fonctionner ce hardware sur le logiciel doivent évoluer, et du coup ils doivent réintégrer tous ces nouveaux drivers-là. Du coup ça me permet d'enchaîner sur la nouvelle version de Raspbian, qui est la distribution officielle de Linux pour Raspberry Pi, qui est disponible avec ce nouveau Raspberry Pi, et qui va exploiter du coup ce petit ordinateur, et qui va surtout permettre d'en avoir l'usage comme un vrai ordinateur. C'est-à-dire qu'ils disent maintenant, on arrive à un niveau de perf qui va permettre d'en faire un vrai ordinateur pour faire de la bureautique, voire un peu plus. Et les 2 Go ou 4 Go de RAM vont vous permettre de faire du traitement vidéo et plein de choses avec qui vont bien. Et donc on arrive à la promesse initiale qui était de démocratiser ça, pas que pour faire des cartes de développement, mais pour faire aussi un ordinateur à la maison. Les connectiques ont changé, donc évidemment les boîtiers ont changé, ça c'est le truc un peu dommage quand même dans l'histoire, mais c'était nécessaire, ils expliquent qu'effectivement ils ne pouvaient pas... Les connectiques évoluent forcément, et les nouvelles possibilités qu'ils avaient, et pour rester dans un tarif qui était quand même... mais ce qu'ils se sont fixés, les fameux 35 $, ils devaient quand même faire des concessions sur l'organisation de la carte, donc ils ont réorganisé quelques ports, donc les ports USB et le port Ethernet a changé, évidemment, mais le port HDMI n'est plus là, et du coup on est sur du micro HDMI. Ils disent quand même... Merci, ils disent quand même qu'on peut retravailler les boîtiers actuels pour les rendre compatibles. Donc là, avec un bon gros coup de Dremel, tu vois, ils ont fait sauter. Non, mais ils ont réfléchi à ça. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ok, c'est pas complètement compatible, mais on va pas retourner complètement la carte. On va toujours quand même pouvoir adapter, malgré tout, les boîtiers pour les réutiliser. Bon, après, les boîtiers, c'est pas... Après, elle fait la même taille, c'est ça surtout. Elle fait la même taille, elle est compatible avec les cartes d'adaptation qui vont avec. Bon, du coup, avec tout ça... Qu'est-ce que ça donne niveau perf, puisque on a commencé à voir apparaître quelques benchmarks. Alors, évidemment, le premier bench qu'on va regarder, ça va être la partie dissipation thermique. Donc ça, c'est la carte de dissipation thermique du Pi 4 à plein régime. On voit quand même que ça chauffe pas mal. Degrés, hein. Ça monte, ouais, effectivement, à 80 degrés, sachant que il le compare au Pi 3B+, qui était déjà réputé pour bien chauffer. Donc ça, c'est le Pi 3B+, tu vois. Et ça, c'est le Pi 4. Donc le machin, il chauffe quand même pas mal. Donc encore une fois... Voilà, c'est la puce graphique qui doit être en bas à gauche, non? Il va falloir... Non, c'est l'alimentation. Ah, la lime, bah oui. C'est juste à côté de la prise USB. Plus de gestion de la lime. Ouais, donc là, il va falloir dissiper tout ça. Et donc évidemment, il va falloir penser au boîtier avec dissipateur, gros dissipateur, voire la ventilation, suivant ce que vous voulez faire avec. Hein. Là, ça va devenir quasiment indispensable.
Et après, niveau performance brute, donc dans les différents benchmarks, évidemment, il va écraser un petit peu les générations précédentes. Alors, première chose où il va écraser aussi, c'est la consommation. Donc là, ça reste quand même assez raisonnable. C'est-à-dire qu'on passe de 6 watts à un peu moins, on passe à un peu plus de 6 watts à un peu moins de 8 watts en consommation, en pic. Ça va quand même. Et en régime de croisière, on est plutôt autour des 3 watts, ça va pas trop changer. Donc en fait, on reste assez efficace en termes d'énergie. Par contre, au niveau perf brut, ah, ça a bougé. J'ai dû... T'as scrollé les trucs. D'accord. Donc là, Speedometer qui fait un des tests de navigateur, on voit qu'il est quand même à plus de 2 fois les perfs existantes, donc on est entre 2 et 3 fois. On va retrouver également les l'INPAC, donc qui est un benchmark qui teste plein de trucs, notamment la puissance de calcul brut. On voit que le truc il écrabouille les précédents, donc tu vois, tu passes de 500 à 2000, un peu plus, donc on est à x4 là-dessus, c'est quand même impressionnant. Donc, entre le Pi 3B+, et le Pi 4, c'est quand même vraiment quelque chose. La mémoire, on a quand même un gain aussi. Donc la mémoire est upgradée. On passe de la SDRAM 3, je crois. La SDRAM 3. Et donc en plus d'en avoir plus, elle va plus vite. Ça, c'est la compression de fichiers qui est qui est toute petite, vachement réduite. Ça, c'est bien parce que c'est des tests en usage bureautique. Donc, ça veut dire qu'on va être pas possible de l'utiliser vraiment comme un ordinateur de bureau. D'ailleurs, le débit a été augmenté aussi sur la carte mémoire. Donc on pourra exploiter des cartes SD beaucoup plus rapides. Voilà. Un usage avec GIMP, du coup, tu vois, ils ont montré qu'on pouvait. Voilà, on pourra faire du traitement photo avec ça. Je vous passerai ça rapidement. Open Arena, qui est un jeu à la Quake, du coup, pareil, niveau FPS, on arrive à des niveaux assez intéressants. Le débit Ethernet, évidemment, il n'y a pas de commune mesure, on passe sur un vrai port gigabit, donc là, ça dépote. Et qu'est-ce que j'oublie? Le stockage USB, donc là, pareil, on passe à USB 3, donc ça dépote également. Et évidemment, la carte mémoire aussi a été améliorée. Ils expliquaient d'ailleurs, il y a beaucoup d'idées. Je pensais à changer vos cartes SD pour bénéficier des nouveaux. Alors, c'était théoriquement 100 mégas. Bon, on est plutôt effectivement entre 28 et 46, quoi. Mais voilà, c'est pas mal quand même. Grosse amélioration. Donc oui, grosse amélioration, et les benchmarks prouvent qu'effectivement il y a matière derrière. Donc maintenant, ce qu'on va attendre, ça va être les premiers boîtiers pour les tester. Il faut savoir qu'il y a des ruptures partout. Ça a été surtout les modèles. Les modèles 2 Go. Les modèles 2 et 4 Go ont été dévalisés, et ils ont complètement raison. Et ça va être approvisionné. Le 1 giga, ça peut avoir du sens si vous voulez faire un bridge à la maison, pas besoin d'avoir plus de 1 giga, même pas besoin d'avoir un Pi 4 en vrai, mais... Donc voilà, je sais pas si dans la chatroom ça vous tente, ça vous hype, vous allez peut-être upgrader ou en acheter, mais moi ça va... C'est tentant, moi ça va dépendre peut-être du support de Recalbox. Et en fait, je vais surtout voir quels sont les gains en termes d'émulation et en termes de plateforme qui vont être supportés supplémentaires. Après, tu peux avoir des usages intéressants parce qu'à partir de 4 Go... La PS4 bientôt. En rétro gaming. À partir de 4 Go, tu vas pouvoir commencer à faire un serveur intéressant. Tu vas pouvoir faire du Docker, héberger plusieurs trucs serveurs sur un seul Raspberry Pi et pas démultiplier les Raspberry Pi pour chaque usage, Homebridge, plus Media Center, plus tout ça, ça peut devenir intéressant. Voilà. Bientôt Xcloud sur Raspberry Pi, c'est ça. Mais carrément. C'est un signe, c'est pas un bit sur la domotique Nico, et oui, il y en a un bientôt. Allez, on passe rapidement sur ça. Microsoft qui a annoncé qu'ils allaient intégrer dans la prochaine version de PowerPoint un assistant avec de l'intelligence artificielle. Alors non, ce n'est pas le retour de Clippy, le fameux trombone qui va venir vous aider, mais pas loin. C'est une intelligence artificielle qui va vous coacher pendant les répétitions que vous allez faire de vos présentations PowerPoint. Donc quand tu diffuses ta présentation, tu dis que tu es en mode répétition, et du coup il va allumer le micro et écouter ce que tu es en train de dire, et il va notamment capter les mots, tu vois, les fameux mots de liaison, ou les mots... voilà, exactement ça. Les E, les A, les tout ça. Notamment ceux-là, voilà, les filler words en anglais. Je sais pas comment on dit en français d'ailleurs. Les mots de remplissage. Les mots de remplissage. Et il va vous le signaler. Et comme ça, il va vous dire, là, vous avez fait ça, vous pouvez les améliorer. Il va également pouvoir vous permettre de réécouter ce que vous avez dit. Et il va vous faire des propositions d'amélioration, notamment dans la fluidité, dans le temps passé sur certaines parties. Par exemple, vous dites le mot digital, il va dire... Il vous met une baffe directe. Baf, ta gueule. C'est pas mal ça. Je valide. Ça serait pas mal du tout. C'est ça. Ou disrupter, ou ubérisation digitale, tout ça. Où on est parti d'un constat simple. Ouais, ça. Tu vois, ça c'est le truc de Startup Nation. Voilà, tout commence par ça. Constat simple. Ah, une baffe dans ta gueule. C'est pas mal ça. Donc voilà. Je trouve ça intéressant parce que je trouve que ils travaillent à chercher des vrais cas d'usage à l'intelligence artificielle dans des domaines vraiment bien précis. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un truc ultra précis et il y a un besoin quand même derrière. C'est pas juste un truc pour dire on a mis l'IA dedans, allez-y quoi, achetez la nouvelle version. Il y a au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Oh bien.
Ah, aujourd'hui, ça marche aussi. Voilà. Alors, ils avaient déjà fait plusieurs tentatives, Microsoft, pour améliorer PowerPoint sur différents axes. Ils avaient sorti Sway, qui est une autre application pour faire les présentations différemment. Mais ça, c'est vraiment sur un cas pour accompagner le présentateur à s'améliorer. Je trouve ça rigolo. Voilà. Bon, grosse news. Ah, La grosse news. Puisqu'on va parler de crypto-monnaie. Et on va parler de l'annonce de Facebook, mais c'est pas le seul, autour de sa fameuse monnaie Libra et de la société Calibra. Alors on va un petit peu présenter ça. Il y a eu deux annonces du coup en une. Il y a eu effectivement, ça fait longtemps qu'on entend parler d'un projet de monnaie, de crypto-monnaie par Facebook. Et là, ça a été officialisé. Donc ils ont annoncé deux choses. La première chose, c'est la création d'une monnaie. Et derrière ça, il y a une association qui a été créée pour s'adosser à cette monnaie qui va gérer en fait on va dire, la norme et la façon dont cette monnaie va être implémentée. Donc c'est Libra, donc l'association, la Libra Association, que vous pouvez retrouver sur libra.org. Vous avez tout un site qui est disponible en français avec tout qui est expliqué. C'est vraiment super didactique, vous allez voir, c'est bien expliqué. Donc c'est une association à but non lucratif qui va regrouper plusieurs membres, dont Facebook est un membre à part entière comme les autres. Donc il n'a pas plus de valeur qu'un autre dans cette association-là. Il y a 28 entreprises et ONG en tout. On retrouve dedans du Visa, Mastercard, PayPal, Stripe, Uber, Lyft, Iliad également, et des ONG comme Kiva, on en reparlera. Et du coup, tout ça vont porter la définition de cette monnaie-là. La personne qui porte ce projet-là chez Facebook, c'est quand même David Marcus, c'est pas rien, c'est quelqu'un qui a été alors là de la création de PayPal, donc il a porté également PayPal, donc c'est pas quelqu'un de... avec Elon Musk notamment. Et vous allez retrouver également sur ce site-là, sur le libra.org, tout un livre blanc sur la définition de cette crypto-monnaie. Donc cette monnaie-là, elle est construite pour être, donc c'est une crypto-monnaie, je l'ai dit plusieurs fois, donc elle va être basée sur des algorithmes autour de la blockchain au niveau de l'implémentation. Donc ça veut dire qu'elle va être complètement décentralisée, qu'elle va être sécurisée, transparente. Vous allez pouvoir consulter évidemment la véracité des échanges qui sont faits, et surtout elle va être, ils l'ont conçue pour ne pas être spéculatif comme le Bitcoin ou les autres. C'est plutôt une monnaie stable, on parle de stablecoin, et c'est pour ça qu'ils l'ont adossé en fait à différentes devises qu'on va retrouver dans différents pays. Ce qui fait que on va retrouver une véritable monnaie stable qui va avoir toujours un taux de valeur existant dans les monnaies, ça ne va pas fluctuer, on ne va pas avoir de spéculation sur cette monnaie-là. Voilà. En parallèle de ça, la deuxième annonce, c'est Calibra, donc calibra.com, qui est là pour le coup une société commerciale qui va être filiale de Facebook, qui va être là pour proposer des services, notamment des portefeuilles de monnaie électronique, autour de cette monnaie-là. Donc ils vont pouvoir te permettre d'aller gérer ton portefeuille de monnaie Libra. Donc ça fait comme si d'un côté tu créais, je sais pas, les euros, et de l'autre côté tu créais la carte bleue qui te permet de débiter et d'acheter des euros avec ça. Donc c'est vraiment ces deux pendants-là de cette monnaie-là. Voilà. Donc il n'y a pas de banque centrale qui gère ça derrière, c'est un des gros changements, ce qu'on retrouve sur les autres crypto-monnaies. Et surtout ce qu'ils veulent faire avec cette monnaie, ce qu'ils expliquent, c'est faciliter les échanges, et inclure le plus de monde possible. Inclure le plus de monde, ça veut dire, d'un point de vue mondial, également, donc passer les barrières de l'international, des conversions de devises, etc. Mais c'est aussi cibler les personnes qui n'ont pas forcément de compte en banque. Alors c'est pas forcément les personnes qui sont interdits bancaires, mais c'est peut-être surtout c'est ça, puisqu'ils le disent clairement, c'est les pays en voie de développement, pour lesquels il n'y a pas de banque encore, ou pas de monnaie bancaire, et sur lesquels on va retrouver des développements de monnaie mobile, par l'intermédiaire des téléphones, puisque des pays comme l'Afrique, par exemple, l'Afrique de l'Est notamment, les personnes vont être plus rapidement et facilement équipées en téléphone portable qu'en compte en banque. Et il s'est développé tout un écosystème d'échange de monnaie par l'intermédiaire des téléphones portables. Ouais, avec des appels, ouais. Avec des appels, avec des SMS, etc. C'est les appels et du son. Oui, c'est ça, tout à fait. Et tu fais écouter le micro, le haut-parleur de l'autre téléphone et ça transfère les fonds. Et c'est hyper ingénieux. Et en fait, Facebook a vu ça dans un contexte plus global, en se disant, ça, c'est la réponse à cette partie-là, mais vraiment d'un point de vue beaucoup plus global que ça. Notamment, ils expliquent que tu vas pouvoir faire des échanges internationaux autour de ça. T'imagines la personne qui vient travailler en France et qui veut envoyer de l'argent à sa famille qui est restée au pays, du coup, c'est beaucoup plus facile de le faire avec ça. Mais c'est exactement ça. C'est une alternative à Western Union pour ce cas d'usage-là. Alors, c'est pas une réponse contre Western Union. C'est un des cas d'usage qui vont pouvoir traiter avec ça. Mais c'est pas le seul. Donc là, c'est totalement transparent. Donc là, évidemment, adossé à mobile, tu vas pouvoir faire des échanges comme tu veux, puisque tu as une application mobile par rapport à ça. D'ailleurs, je vais vous mettre les incrustes. Tac. Voilà. Donc là, vous avez le site. Non, ça, c'est Calibra, pardon.
Libra, voilà, la monnaie d'abord. Donc voilà, mobile, stable, rapide. Oui, rapide, je vais en parler également. Donc elle était conçue pour tout ce qui est monde électronique d'aujourd'hui, donc ils font le parallèle par rapport à les échanges de monnaie classiques qu'on peut avoir, qui ont été en fait adaptés, le milieu bancaire s'est adapté pour devenir compatible avec les échanges électroniques, mais là c'est une monnaie qui a été conçue d'abord pour les échanges électroniques. Voilà, évolutive, on en parlera aussi parce que en fait, le livre blanc et l'implémentation qui est faite peut être amené à changer, notamment autour des politiques d'approvisionnement, de génération de nouveaux tokens de cette monnaie-là. Hop, que dire de plus? Oui, les frais d'échange sont faibles. En fait, ils ont revu en fait la manière dont l'algorithme est conçu autour de la crypto-monnaie. Alors sur des monnaies comme d'autres monnaies basées sur la blockchain comme le Bitcoin par exemple, il y a quand on fait une transaction, il y a un besoin en fait de valider cette transaction pour la rajouter en fait dans cette chaîne de blocs. Et là, on le fait par un traitement concurrent où on va demander en fait à un des nœuds de ce réseau-là de faire une preuve de travail, démontrer en fait qu'il a été au bout d'un résultat d'un calcul cryptographique très compliqué, et à partir de là, ça peut être intégré dans le calcul. Ça, c'est ce qu'on appelle le minage en fait. Quand tu mines du Bitcoin, tu fais cette vérification-là qui coûte très cher à faire en termes de calcul. Ça coûte très cher en termes de calcul, du coup c'est très long et c'est très énergivore. Et en fait, eux, ils ont choisi une autre type d'implémentation qui leur permet en fait de gérer l'aspect sécuritaire également, mais de le faire beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement. Donc on passe d'une échelle de grandeur autour de 10 minutes pour une transaction Bitcoin à 10 secondes, je crois. Donc c'est l'inverse. Donc c'est des heures. Bon, je ne me rappelle plus de l'échelle de temps, mais on divise quand même par plus de 10 le temps de traitement de la transaction avec ça. Donc c'est quand même vraiment pas rien. Du coup, c'est beaucoup plus facile d'intégrer des nœuds dans le réseau et de valider tout ça. Voilà, c'est plus rapide et c'est moins énergivore. L'implémentation de cette monnaie, donc la partie libra.org, est complètement open source. Donc vous avez à disposition l'ensemble des spécifications et de l'implémentation qui est fait par... attention, Julien n'est pas content, il dit. Oula, simplification hasardeuse. 1, c'est faux. 2, non, ils n'ont pas choisi une autre façon. Alors vas-y, dis-moi tout. Où en sommes-nous là? Je suis pas expert en blockchain évidemment et pas en crypto-monnaie. Le but c'est de vulgariser un petit peu tout ça pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière. C'est pas, je vais pas vous détailler l'implémentation, même si j'ai quand même fait une capture du code du truc qu'ils ont fait avec. C'est parce que c'est beau. Voilà, donc c'est beau. Il y a la monnaie qu'ils ont construit par-dessus la blockchain. Ils ont également le protocole d'échange Libra et ils ont mis en avant également un langage de programmation qui s'appelle Move. Voilà, avec une implémentation donc ils mettent en avant ici qui est là c'est un exemple d'échange en fait, d'échange de monnaie entre deux personnes. Voilà. Moi je trouve ça marrant qu'ils aient développé un nouveau langage par rapport à ça. Movecoin. Ok, bouge l'argent. Voilà. Alors on peut se poser plusieurs questions autour de ça. Du coup, est-ce qu'on arrive maintenant à un point de maturité sur l'usage des crypto-monnaies qui nous permet de dire que c'est une nouvelle implémentation, mais basée sur du recul qu'on a par rapport aux usages et par rapport aux différentes implémentations qu'il y a pu avoir et aux problématiques de ces implémentations-là. T'en dis quoi? Moi, c'est plus un problème d'adhésion, parce que tu cites des exemples, je vais revenir très terre à terre, mais tu cites des exemples de pays en voie de développement qui adopteront le Libra, machin et tout ça. Effectivement, je pense que honnêtement, c'est la bonne cible, et honnêtement, ça peut fonctionner. Mais pour des pays comme les nôtres, et des usagers comme les nôtres, des usagers bancaires français, classiques et tout ça, je vois mal des gens s'adonner à faire des échanges en Libra et aller faire leurs courses en Libra demain matin, tu vois. Donc, après, pourquoi pas? C'est-à-dire que... Mais le seul truc, c'est que des grands groupes, comme, tu vois, on peut citer des grands... On va prendre l'exemple bête de Carrefour, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Imagine demain, Carrefour dit... Il y avait d'ailleurs... Quel supermarché acceptait les bitcoins? Là, je sais plus. Mais il y avait une expérimentation sur le bitcoin. Imaginons demain, Carrefour dit, bah nous, on prend aussi les paiements en Libra. Tu vois? Pourquoi pas? Donc, on prend les paiements en Libra. Demain, tu vas acheter du Libra, parce que c'est ce qu'il faut faire, hein. Tu vas pas l'inventer, donc tu vas acheter du Libra. Il faut l'acheter, effectivement, tu fais une conversion. Tu vas convertir de l'euro en Libra, et ensuite tu referas tes courses avec du Libra. Je vois pas en quoi c'est plus pratique, plus rapide pour Madame Michu,
Et tu ne sais pas parce que tu n'es pas payé en Libra à la fin du mois. Et autre chose, des gens comme Carrefour et tout ça ont besoin aussi des banques, par exemple, pour obtenir des prêts pour différentes choses. Et se mettre à dos des entités bancaires avec qui tu travailles depuis des années et des années, c'est peut-être pas la meilleure façon d'opérer. Et je vois bien les banques classiques faire de grosses pressions sur beaucoup d'entreprises ou beaucoup de grands groupes sur le fait d'adopter le Libra ou pas en fait. Et moi c'est vraiment l'idée de base est pas mauvaise en fait. Je trouve même l'idée plutôt bonne. Mais mon paye en Wonderbra, d'accord Charlie. Mais j'ai un doute sur le fait que ça finisse par... Toi, tu parles du taux d'adoption en fait. Ouais, je pense du taux En d'adoption. bout de chaîne. En bout de chaîne, Donc en bout de chaîne. exactement. Donc globalement Ouais, parce que... les commerces. Oui, parce qu'après, des échanges entre sociétés en Libra, pourquoi pas? Tu vois? Pourquoi pas? Là, il y a Mais le problème, c'est que c'est pareil, c'est de l'argent qui va quitter le système monétaire classique. Parce que les euros que tu vas donner pour acheter du Libra, c'est de l'argent... Enfin, en gros, si tu veux, Moi, en fait, c'est juste ça qui m'embête. Il va y avoir un vrai transfert de valeur. Et on nous explique que le truc va être stable, qu'il n'y a pas de spéculation possible, qu'il n'y a pas de machin et tout ça. Ça reste une monnaie. Ça reste une monnaie et il y aura forcément une... C'est adossé à plusieurs devises de plusieurs pays quand même. Hein. Oui. T'as le dollar, t'as l'euro, t'as le yen. Oui, bien sûr, mais ça va quand même fluctuer. C'est pas possible que ça ne fluctue pas. Imaginons qu'un pays comme la Chine dévalue sa monnaie ou autre. Ça veut dire c'est pas pris en compte. Ouais. La Chine n'est pas prise en compte. Ouais, non, mais c'est un exemple. Mais imaginons demain, on décide de... Enfin, ou les États-Unis décident de dévaluer le dollar. Parce que Trump, il serait tout à fait capable de dire on dévalue le dollar pour, je sais pas, relancer l'économie ou pour je ne sais quoi, tu vois. Bah là, on serait face à un vrai gros problème. Donc, je sais pas, moi j'ai un problème avec cette idée-là. L'idée générale est bonne. Encore une fois, se dire on a une monnaie, bah, du coup, qui est globale. Hein. C'est le mot. Clairement, c'est ça. Une monnaie qui est globale et du coup, tu vois, comme on est très content de pouvoir payer en euros quand on va en Espagne, en Italie, bon, pas en Angleterre, mais tous les pays qui ont adopté l'euro, on est très content de ça. Si demain, effectivement, tu as des Libras et tu peux payer dans n'importe quel pays du monde, clair, tout le monde prend le Libra, pourquoi pas? Mais en plus, venant de Facebook derrière, il n'y a pas que Facebook, je suis d'accord, mais il y a quand même Facebook derrière. Et quand on voit la défiance des États, des banques et tout ça, moi, je leur souhaite de réussir. Mais en même temps, j'ai peur que ça fasse un gros four en fait. Parce que là, tu vois, ce qu'il nous donne comme exemple, c'est l'exemple du bout de chaîne. Tu vois, là, ce que tu vois là, c'est Monsieur Michu, machin, lui a envoyé de l'argent. Non, mais là l'exemple là sur la capture de Calibra, donc la partie portefeuille, c'est du transfert d'argent de proches. Donc ça, c'est l'équivalent de PayPal. Là, voilà, ça change rien. Mais pourquoi pas le faire en euros avec PayPal, tu vois, ou avec Paylib, ou avec je ne sais quoi. Là, en fait, c'est pour s'affranchir de toutes ces barrières des devises existantes, entre autres, et des frais bancaires qui vont avec. Ouais, mais tu t'en affranchis pas vraiment, parce que dans les faits, t'es payé en euros à la fin du mois. Oui, mais en fait, c'est la dématérialisation de ça. C'est-à-dire que il rajoute une couche sur ça pour se dire, ben maintenant, effectivement, tu vas peut-être avoir en bout de chaîne des euros d'un côté et des dollars de l'autre, mais en fait, tout au milieu, c'est du libre. Il n'y a plus. C'est du libre. Et ils espèrent du coup, je pense que en fait, tu n'as plus besoin de ces entrées en bout de chaîne et que tout devienne du libre derrière. Mais évidemment, ça va faire flop comme un gros F comme Facebook. Bon, peut-être pas. Peut-être pas. Après, est-ce que c'est la bonne réponse par rapport à toutes les crypto-monnaies? Mais parce que tu sais, les crypto-monnaies aujourd'hui, elles fonctionnent parce que justement, il y a du minage, parce que... C'est la spéculation qui fait ça. La spéculation énorme et tout ça. C'est uniquement ça qui fait qu'aujourd'hui, on s'intéresse aux crypto-monnaies. Là, on va nous sortir une nouvelle monnaie. Alors, ça me fait penser, tu sais, aux initiatives locales. Il y en a qui créent leur propre monnaie locale, tu sais, c'est des petits commerçants où tu achètes ça et tu payes tes commerçants avec ça, des monnaies éthiques, machin et tout ça. Mais c'est pas des cryptos, mais c'est du troc, c'est du troc. Presque, ouais, c'est assez étrange d'ailleurs, hein, ce système-là. Mais il se crée des espèces de monnaies locales. Bon, c'est un peu ce principe-là à plus grande échelle. Et l'idée globale est pas mauvaise, mais exact, tu vois, la seule attraction à la crypto-monnaie, c'est la spéculation. Pour moi, c'est ça. Et du coup, j'ai un vrai problème avec... Pourquoi, en fait? Je comprends que les échanges entre pays seraient beaucoup plus simplifiés,
Mais Mais alors, on nous dit plein de choses dans la chatroom, c'est que Facebook qui met en avant, du coup, ça va pas être, c'est pas fiable, en tout cas, c'est pas le bon acteur. L'association Libra, Facebook a une part autant que les autres, en fait. oui, que les autres, oui, c'est vrai. Et le portefeuille qu'a Ouais, Libra, mais en le fait, truc, c'est que Zuckerberg il ouvre sa gueule à chaque fois en disant on va n'importe qui créer d'autre. notre monnaie, machin. Et... Oui, oui et non, c'est-à-dire que Enfin, Facebook ouvre sa gueule de manière générale sur ça. Et oui, honnêtement, il tout faut, le monde a dit c'est la monnaie de Facebook il faut créée c'est la monnaie créée, la monnaie de Facebook créée en Suisse. Donc tu te dis what? Tu sais, ça sent tellement le ouais, paradis c'est fait à Genève. fiscal, enfin, ça sent mauvais quand Non, tu alors entends ça. c'est fait. Ouais, mais en fait, il y a effectivement un gros bruit qui a été fait dans les médias par Oui, rapport à ça. voilà, En fait, c'est mal communiqué. quand tu creuses, c'est ça, c'est un problème de communication. C'est-à-dire que l'entité basée à Genève, ben Marcus, pardon, j'ai oublié son nom, David Marcus, il est, euh, il est lui basé à Genève parce que c'est là où il est basé pour Facebook, c'est là où il était basé même avant pour PayPal et tout ça. Donc c'est son lieu de travail en fait. Et c'est un milieu bancaire, donc il a beaucoup de contacts également là-bas. Et après, Facebook, c'est un membre comme un autre dans Libra. Et Calibra n'est juste qu'une implémentation parmi d'autres d'un portefeuille de monnaie Oui. Libra. Donc, en fait, n'importe qui d'autre pourrait venir proposer de nouveaux portefeuilles. D'ailleurs, certains acteurs ont commencé à dire ah, ils s'intéressent, on va regarder, peut-être, etc. Autre message dans la chatroom, si ça avait été Mastercard ou Visa en frontal, ça n'aurait pas fait le même effet. Visa et Mastercard font partie du groupement initial de Oui. l'association autour de Libra, au même titre que Facebook. Donc ils ont le même niveau Là, c'est plus les banques tradis qui les vont mêmes plus voies. avoir d'argent qui vont transiter par de virements interbancaires, machin et ça, puisque si ça se passe par Libra, Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais noté les d'autre? gens qu'on puisse payer son loyer en Libra. Oui, est-ce que Facebook c'est pas non plus aussi la bonne personne pour faire ça? Parce qu'en fait, ils ont derrière tout un écosystème et un nombre d'utilisateurs qui est faramineux, qui leur permet d'avoir un reach, comme on dit dans les Startup Nation, pour cibler en fait et atteindre un volume d'utilisateurs suffisamment conséquent pour que ça puisse commencer à fonctionner. Tu vois, si tu fais le parallèle avec WeChat, qui est l'application de messagerie Ouais. chinoise où tout est possible et tous les échanges en fait sont faits en monnaie là-dessus, mais ils pourraient intégrer, c'est ce qu'ils ont dit Oula. d'ailleurs, ils pourraient intégrer dans les échanges Instagram, WhatsApp, etc., au même titre qu'ils vont fédérer leur messagerie instantanée, les échanges avec Calibra, du coup le portefeuille Bien qu'ils sûr. intégreraient dedans. Donc Tout à fait. il y a aussi ça. Voilà. Ah, j'avais noté un petit truc marrant pour finir, c'est que alors pour s'inscrire sur Calibra, donc pour le portefeuille, tu as forcément besoin de mettre une pièce d'identité, puisque faire attention au blanchiment d'argent et tout ça. Et du coup, la France a demandé à ce qu'il y ait une task force qui soit lancée au G7 pour discuter autour de comment suivre et interagir avec ce type de monnaie et comment éviter du coup tout ce qui va être blanchiment Bah ouais, et tout c'est ce qui tellement tourne autour de facile ça. de blanchir l'argent dans ce cas-là. Voilà. Free soutient, oui, Iliad, je l'ai cité parmi les entreprises. Ouais, parce qui font partie de ça. ouais, parce que tu vois, tu as un compte en Libra, il faut que tu le déclares au fisc normalement. Eh ben Mais oui, là, ça passe par aucune banque, il n'y a aucun moyen de vérifier, c'est décentralisé, ils peuvent pas interroger un organisme bancaire pour savoir ce que vous avez sur votre compte Libra, donc pour le blanchiment d'argent, c'est juste parfait. Allez, on continue avec une dernière news qui concerne la domotique, pas que. Bah vas-y, je t'en prie. Le trou Li-Fi, c'est Philips Hue et Li-Fi, hein, voilà. Donc, Signify, c'est vrai que ils ont changé de nom. C'est plus Philips Lighting. C'est plus Philips Lighting, ouais, ça c'est Signify. Donc l'idée, c'est le Li-Fi, c'est la transmission de données via une onde lumineuse et non pas une onde radio, comme on ferait avec du Wi-Fi classique ou de la 4G ou ce genre de truc. Et là, l'idée, c'est que maintenant, on commence à avoir des taux de transfert qui sont assez efficaces et assez sympathiques. Et donc, on va pouvoir... Alors, c'est évidemment, c'est des ondes c'est pas censé clignoter et vous faire avoir des crises d'épilepsie. Hein. Ça va très très vite. Et en gros, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous aviez avant des anciens PDA et des téléphones et vous discutiez vers un infrarouge, c'est pas vraiment Oui, ça. oui, non, si, mais c'est ça s'en exactement ça. rapproche. Non, oui. Mais voilà, l'idée c'est vraiment ça, et donc on obtient des débits qui sont très intéressants. Alors c'est vrai que là on nous parle de 150 mégas, mais dernière expérimentation monte jusqu'à 250 mégas, donc ça devient vraiment cool. Et donc là, ils vont vous proposer un petit dongle USB que vous mettez pour le moment sur vos appareils puisque c'est pas intégré, et une ampoule spécifique, et ça communique ensemble. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Les ampoules, elles, communiquent normalement avec le reste du réseau en CPL, je crois, pour le moment. D'où peut-être la limitation de 150 mégas.
Oui, il y a aussi la possibilité de les interconnecter entre elles, donc ils peuvent faire des ponts, du coup, l'équivalent de Oui. CPL en lumière, avec des débits jusqu'à Oui, 250. Meta Project, on en avait parlé lors de Le Web. Je crois que Oui, c'était ça Le fait. Web 2008. Sur le site de France Télé, il y avait une expérimentation. C'est vraiment pas tout Et jeune, hein, non, c'est pas tout jeune. la Ouais. techno Li-Fi, Exactement. c'est pas tout jeune. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'un grand acteur comme Philips Philippe s'y intéresse. s'y intéresse et l'intègre dans un écosystème d'éclairage intelligent existant. Voilà, là on a l'exemple des salles de réunion, mais il y Ouais. a beaucoup d'endroits où on doit, où par exemple il ne faut pas que les ondes Wi-Fi traversent les murs des pièces pour la confidentialité. Bon, ben, le fait que ce soit par la lumière, bah, si t'es pas dans la pièce, t'as pas accès au réseau, donc du coup c'est plutôt pas mal. 150 mégabits, c'est pas le CPL, 1 gigabit le CPL. Oui, non, mais je sais pas pourquoi cette limitation. Mais bon. Non, sans doute peut-être vraiment les ondes. Donc ils mettent en avant d'abord des usages pro, Ouais, principalement pour les bureaux, et notamment des endroits qui sont pas censés avoir les trop d'ondes hôpitaux, etc. radio, Ouais, mais comme les hôpitaux sur lesquels tu peux avoir des interférences le électromagnétiques gros avec d'autres avantage, équipements. c'est que faut voir le prix des ampoules, Ouais, mais par exemple, la couverture Wi-Fi dans les bâtiments d'entreprise, c'est très complexe. ouais, je sais. Dans les salles de réunion, si tu as une salle de réunion qui sont un peu loin, on capte plus le réseau, du coup c'est chiant. Bon, ben ça permettrait de régler ce problème-là. Le Vous Wi-Fi, mettez c'est une une plaie. ampoule dans les salles de réunion et vous les avez partout, dans les bureaux, et du coup Ouais. c'est bon. Alors, du coup, effectivement, on nous fait des blagues par rapport à ça. T'éteins la lumière, tu fermes la porte, machin, tu passes devant, tu coupes la lumière, Ouais, ça passe plus. Oui et non, en fait, c'est un désavantage. Alors, moi, ça me fait penser, quand j'étais petit, j'avais des manettes infrarouges, justement, oui, pour jouer à la console, et dès que t'avais quelqu'un qui passait devant, ça coupait le voilà. truc, et du coup, tu perdais le contrôle du jeu, et là, tu hurlais. C'est l'équivalent, en fait, mais pour un transfert réseau. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va du coup permettre aussi de les bloquer facilement.